pour Bon, à prendre le nouveau, bonjour à fil. toutes et à tous. Je m'appelle Anne-France Bonnet. Merci d'être là. En tout cas, aujourd'hui, nous en sommes à notre 4e webinaire sur le sujet de la raison d'être en vrai, une boussole dans la crise. Rappelez-vous, pour ceux qui sont avec nous depuis le départ, on a démarré en pleine crise sanitaire. Pourquoi on a souhaité partager ces temps réguliers avec vous? Alors, un premier point, on était en pleine crise sanitaire et on voyait à quel point le sujet de la raison d'être et de la mission étaient des points qui n'ont absolument pas été ralentis pendant la crise et au contraire, qui étaient des forces pour les entreprises qui étaient sur ces chemins-là. Et deuxièmement, on s'est dit que c'était intéressant de partager des expériences réelles à travers des témoignages et donc à travers des invités que nous avons parmi nous régulièrement. Donc on a commencé, je crois, fin mars, je ne me rappelle plus trop, Claire. On a eu le premier, Ou en avril. plutôt un petit peu, ouais, en avril. En avril. Donc le premier numéro, en fait, on avait partagé avec vous plutôt des éléments théoriques pour être aligné sur ce dont il retourne, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, le mot raison d'être fait partie de notre cadre légal. Il ne s'agit plus uniquement d'un mot, mais voilà, d'un mot qui existe dans notre contexte légal en France. Ensuite, on avait eu un premier invité à travers le témoignage de Jeffco, qui nous avait beaucoup parlé autour de la raison d'être, comment mobiliser, créer un mouvement avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et ensuite, notre troisième rendez-vous s'était fait autour du témoignage de Chiesi, le laboratoire Chiesi, qui nous avait raconté également avec beaucoup de sincérité les convictions, enfin en tout cas son mouvement de conscience entre la responsabilité et la raison d'être, le rôle de Bicorp dans cette affaire et comment aujourd'hui, en cheminant de la responsabilité à la raison d'être, il est en train de cheminer vers la mission, puisque Chiesi envisage de se mettre sur le chemin de la société à mission, donc avec cette gradation dans l'engagement. Et donc aujourd'hui, on accueille avec plaisir Pauline, dont Claire, je te laisse la main. Oui, on accueille donc Pauline. Merci Pauline d'être là aujourd'hui. En fait, on s'est rencontrés un peu par hasard, toutes les deux, lors d'un événement autour du sujet de la raison d'être. Et rapidement, tu nous as partagé le chemin qu'avait fait Mano Mano et sa réflexion autour de sa raison d'être et de ses engagements, et surtout des questions que vous vous posiez, et comment cette raison d'être, elle accompagne depuis plusieurs années votre développement. Donc, on pense que c'est un super témoignage pour partager justement comment, sur une entreprise très différente de celle qu'on a pu voir lors des dernières rencontres, la raison d'être et puis aussi un questionnement autour de la contribution sociétale pouvait aider une entreprise et l'accompagner dans un développement qui est très rapide du côté de Mano Mano. Donc, merci Pauline. Avec plaisir. Alors, avant de laisser la parole à Pauline, ah oui, alors peut-être, alors je ne sais plus qui devait dire ça, c'était moi ou c'était toi, Claire? Peu importe, en tout Bon. cas, voilà nos Ah prochains oui. invités à la rentrée. Voilà, c'est ça. Donc en fait, oui, pour se projeter à la rentrée après les vacances, on a proposé à Mylène Gréant, donc, qui est fund manager chez Maïf Avenir, de venir vous partager son expérience, puisque ce fonds filial du groupe Maïf est passé société à mission en février. Et donc ça sera le 15 septembre. Et ensuite, Emery Jacquilla, qui est président de la communauté des entreprises à mission et de la CAMIF, viendra lui aussi nous raconter son expérience plutôt le mois d'après, donc au mois d'octobre. On calera la date en octobre, je pense. Ouais. Et puis, on voulait aussi, comme on le fait à chaque fois, je crois que c'est maintenant ou c'est après, je ne sais plus. Non, allons-y. Ouais. On voulait vous partager un point d'actualité, en tout cas, nous, qui nous a frappé et qu'on voulait partager avec vous. Pour ceux qui ont suivi nos cycles depuis le début, rappelez-vous les 3 marches de la loi Pacte. Donc, rappelez-vous donc la 3e marche qui est celle de la qualité de société à mission, qui est en fait une entreprise qui a défini sa raison d'être, des engagements associés
qui loque tout ça dans ses statuts et qui se fait accompagner par un comité de mission et qui est contrôlé. Donc, depuis la promulgation de la loi il y a 1 an, la coloration des entreprises qui se mettaient sur ce chemin particulier étaient des entreprises soit familiales, soit du secteur mutualiste, soit ce qu'on va appeler des mission natives. Le monde de l'entreprise cotée se réservait à la 2e marche de la raison d'être statutaire ou de la raison d'être non statutaire. Et en fait, il y a maintenant 10 jours, la donne a changé puisque Danone a présenté son projet de mission, à savoir sa raison d'être et ses engagements en AG exceptionnel, qui a été voté à 99,42% des voix. Donc désormais, on compte une entreprise cotée comme société à mission. Et est-ce qu'il n'est pas en train de, on va dire, créer une nouvelle normalité et de bien exprimer le fait que cette qualité de société à mission n'est réservée à aucun secteur, aucune taille d'entreprise, aucun type de culture, puisqu'aujourd'hui, tous les types d'entreprises sont représentés sous cette qualité. Et autre point d'actualité qu'on voulait partager avec vous, demain, oui, là c'est un point rapide sur le comité de mission, donc il y a un comité statutaire et qui va cheminer aux côtés de Danone sur sa mission. Voilà, c'est le point. Et un autre point d'actualité intéressant, donc demain, c'est l'AG exceptionnel de la Maïf qui définitivement statuera sur le corpus mission de la Maïf et donc le fait que la Maïf se transforme en société à mission également. Donc voilà très vite quelques points d'actualité. Claire, je te repasse la main. Et je vais la repasser tout de suite à Manon pour qu'elle puisse nous expliquer comment on va pouvoir partager durant le témoignage de Pauline et puis après. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui n'ont pas encore participé à l'une de nos rencontres sur la raison d'être en vrai, donc la session va se dérouler en 2 temps, comme le disait Claire. Donc une première partie du témoignage de Pauline et ensuite un second temps de questions-réponses. Donc on va recueillir tout au long de la session vos questions sur la plateforme en ligne Klaxoon. Je vous invite à la rejoindre dès maintenant depuis votre téléphone ou bien votre ordinateur. Et vous avez 3 manières d'y accéder. Soit vous scannez le QR code qui s'affiche sur la slide, soit vous allez sur le site klaxoon.com et vous renseignez le code qui s'affiche également sur la slide, soit vous cliquez dans le lien disponible dans la conversation collective sur Zoom. Et si jamais vous n'arriviez pas à vous connecter sur cette plateforme, vous pouvez également nous envoyer vos questions voilà, par ce biais-là. Donc Pauline, peut-être si tu veux commencer ton témoignage. Avec plaisir. Je vais commencer déjà par, pour ceux qui ne connaissent pas et pour donner un peu de contexte, à vous présenter Mano Mano en quelques slides. Nous, on est une place de marché spécialisée dans la vente de matériel de bricolage et jardinage. Pour la faire simple, en fait, c'est un peu le roi Merlin qui rencontre Amazon. Voilà, c'est le bricolage et jardinage est uniquement en ligne. On a 7 ans d'existence et en 7 ans, on s'est ouvert dans 5 pays en Europe, même 6 en comptant la Belgique. Donc, on a grandi très vite et on a très vite étendu notre territoire d'action. Et la particularité de Mano Mano et de son histoire, c'est qu'on a vécu une histoire, ce qu'on appelle un peu une hypercroissance. Alors, vous allez dire que c'est le principe des startups, de passer de 1 à 15 à 35 millions en 3 ans, mais pour nous, ça va quand même très loin, puisque déjà à mi-année cette année, on sait qu'on va atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien, c'est une croissance qui est très, très forte, très rapide. Ça implique, évidemment, vous imaginez beaucoup de choses en termes d'organisation, des modes de travail, de l'entreprise, des projets. Et ça a aussi un gros impact en termes de personnes, puisque moi, j'ai rejoint Mano Mano début 2016. On était à peine une 50aine. J'avais 30 ans. J'étais la 3e plus âgée de l'entreprise. Aujourd'hui, on est plus de 550. On a 40 personnes qui arrivent tous les mois. Donc, c'est tellement de personnes qu'on fait des sessions de onboarding toutes les 2 semaines où il y a une vingtaine de personnes qui arrivent. Ça a continué pendant le confinement. Donc, ça vous donne un peu une idée du flux, de la façon dont les gens arrivent, de tous les projets et tout se passe chez Mano Mano et à quel point une raison d'être, c'est quelque chose qui va pouvoir nous ancrer et c'est quelque chose ici qui nous a suivis dans toute notre vie chez Mano Mano d'une façon plus ou moins explicite dans le temps. Voilà.
Et pourquoi c'est moi qui parle aujourd'hui après les différents présidents, DG, CEO ou avant les suivants, c'est qu'en fait, mon histoire chez Mano Mano a suivi un peu l'histoire de la raison d'être. Je suis arrivée pour m'occuper de la communication. On avait 4 ans et on ne faisait pas vraiment de communication. On savait qu'on était une place de marché Brico-Jardin. On voulait dire aux gens qu'on existe. Voilà. On n'avait pas de plateforme de marque, on n'avait pas de signature, pas de mission, rien du tout. Il fallait juste dire on est là. Et puis au bout de 2 ans et demi, je me suis occupée de la marque. Il fallait qu'on définisse un peu qui on était, quelle était notre identité, quels étaient nos atouts, nos points forts et vers où on voulait aller. Donc j'ai travaillé sur la marque. Et puis je suis partie en sabbatique 1 an et je suis revenue pour m'occuper des sujets de RSE chez Mano Mano et aussi de culture et valeurs, qui était un petit peu c'est pas l'aboutissement parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c'était un peu la mise en place de toutes ces déclarations d'intention dans notre identité, dans nos valeurs, les mettre en place au sein de l'entreprise. Voilà. Et en réfléchissant un peu avec Claire à ce qu'on allait pouvoir vous raconter, je me suis dit que la raison d'être chez Mano Mano, elle avait un peu suivi un cycle de vie humain. C'est-à-dire qu'on commence par l'enfance, et quand on est enfant, on est juste. Ce n'est pas une question de raison d'être, c'est une question d'existence. On ne se pose pas la question de comment on est, pourquoi on est, d'où on vient, où on va, etc. Juste, on est. Et nous, c'est ce qui s'est passé chez Mano Mano pendant les 4 premières années à peu près. On était maximum 100 personnes. Et la raison d'être, il n'y avait pas forcément une raison d'être, mais il y avait une raison de venir, en tout cas chez Mano Mano. Il y avait un projet très fort et une grande aventure entrepreneuriale et une grande aventure humaine qui était très fortement portée par les fondateurs. Et c'était la raison de venir et d'être présent chez Mano Mano. Pour la petite histoire, moi, je venais d'un grand groupe, Pernod Ricard. J'étais passionnée de vin, passionnée de whisky, je voyageais dans le monde. C'était assez excitant. Et j'ai entendu parler de Mano Mano, place de marché, Brico-Jardin, start-up, 50 personnes. A priori, ça ne donne pas envie de venir. Et puis en fait, en rencontrant les fondateurs, les gens qui travaillaient, en comprenant l'ambition et le projet, en fait là, ça accroche et tu dis, en fait, c'est là où je veux être. Voilà, et je n'étais pas la seule à ce moment-là à faire ce choix, hein, puisque la croissance a continué, les gens continuent à rejoindre Mano Mano. Et tu as vu quoi, excuse-moi Pauline, tu as vu quoi dans ce projet que les fondateurs, visiblement, t'ont passé quand tu les as rencontrés? Il y avait moi, ce qui m'a le plus plu, parce que le bricolage, ce n'était pas du tout mon truc, c'était la vision humaine qu'ils portaient. En fait, ces 2 anciens financiers qui travaillent dans des fonds d'investissement, qui ont passé des années à financer d'autres projets, d'autres startups, et qui un jour se sont dit, bon, on a envie d'aller de l'autre côté de la table, en fait, mais on a envie d'entreprendre. Mais surtout, on a envie d'une meilleure qualité de vie, on a envie de pouvoir passer du temps avec nos familles, on a envie d'avoir un projet à taille humaine, on a envie de connaître les gens avec qui on travaille, on a envie de monter une petite boîte de 30 personnes en France, un environnement de travail dans lequel tout le monde serait bien. Et ils ont vraiment mis cette vision humaine et même presque humaniste au sein de ce qu'ils ont fait. Et vous le verrez après, quand il a fallu expliquer à 300 personnes quelle était la vision de Mano Mano, la vision, elle a été posée sur 2 piliers, le business et l'humain. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était très, très fort. Et on avait envie de travailler pour ces personnes-là et avec les personnes qui étaient déjà présentes, qui avaient une passion, un feu, une envie de changer les choses, d'avoir un impact et d'être dans un environnement très humain. D'accord. Voilà. Donc, c'était les premières années chez Mano Mano. Et puis après, c'est ce que j'ai appelé un peu l'enfance. Et puis après, il y a l'adolescence. Et dans l'adolescence, il y a un fort besoin déclaratif. Je suis telle personne, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà où je veux aller. Ça, c'est un peu l'adolescence. Et nous, on l'a vécu, je dirais, un peu il y a 2 ans. Ce n'était pas tant une volonté de déclaration, c'était une nécessité de déclaration. On est passé de 150 personnes à 300 personnes en 1 an. La culture, les valeurs, la raison d'être, c'était bien moins évident. Ça ne pouvait pas rester implicite, il fallait partager qui on était, pourquoi on était là, où est-ce qu'on allait tous ensemble. Et donc, en cette année qui était donc 2018, fin 2017-2018, on a fait beaucoup de travail de fond sur différents sujets de façon assez parallèle et assez instinctive. On a travaillé avec les fondateurs sur les valeurs. On s'est dit, voilà, qu'est-ce que c'est que les valeurs chez Mano Mano? Qu'est-ce qu'on vit? On a cherché à mettre les mots dessus. Et puis, on a fait ce travail sur la marque avec une agence. On s'est fait accompagner pour travailler la plateforme de marque, sa déclinaison graphique, etc. Et puis, on a travaillé aussi avec les équipes et le comité de direction sur un manifesto, le Mano Manifesto, parce que chez nous, tout est Mano quelque chose. Et voilà, Claire vous le montre.
Je vais m'attarder surtout sur la partie mission. Donc, vous voyez déjà sur la vision, hein, on met notre vision business et on pose les 2 piliers. Il y a les valeurs qui sont l'audace, l'ingéniosité et la bienveillance. Et puis, il y a la mission. Cette fameuse mission qu'on a écrite voilà, un peu au pied levé, qui est cette raison d'être, que je vais vous décortiquer parce que c'est assez intéressant de voir comment, même si on l'a fait d'une façon très instinctive, elle répond à beaucoup de choses aujourd'hui. We empower people to sustainably make their own kind of world. Empower people, c'est très important. Empower, c'est donner les outils, c'est donner les moyens d'eux. On ne fait pas les choses à la place des gens, on leur met des choses dans les mains pour qu'ils puissent, des clients, construire leur maison, mais aussi des employés construire leur carrière, construire leur vie. Nos partenaires, nos clients, nos marchands, grandir à l'intérieur de la relation qu'on va créer avec eux. C'était très important. People, donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment à 360. Hein. C'est aussi bien nous, dans les équipes, qu'avec les marchands, avec les partenaires, avec les clients. Je vais terminer par la fin. Make their own kind of world, ça c'était notre promesse de marque. Avec Mano Mano, tu peux faire le monde à ta façon parce qu'on a plein de choix, plein de prix, Internet qui délivre chez toi, etc. Et puis, il y a le mot sustainably qui a été rajouté, je pense que je n'exagère pas, 1 heure ou 2 avant la présentation à toute l'entreprise de ce manifesto, par les fondateurs qui se sont dit, mais attendez, là, il nous manque un truc essentiel. Depuis le début, on voudrait construire quelque chose qui est durable pour la planète et pour les gens qui vivent dessus. C'est marqué nulle part ici. Jusqu'à présent, on n'en a rien fait, mais par contre, il faut vraiment le mettre parce qu'il faut que ce soit là, il faut qu'on tende vers ça et qu'on y travaille. Et donc, hop, petit hack de la mission, Sustainably rajouté dedans et présenté à toute l'entreprise. Et puis ça, c'était 2018. Et puis c'était l'adolescence, il s'est passé beaucoup de choses. L'hypercroissance qui a continué, on a eu 250 personnes de plus en 2 ans, on a fait 2 levées de fonds, on a monté beaucoup de projets, on a lancé notre offre logistique. Enfin, ça a été beaucoup d'activités. Et puis tout ça a été un peu oublié. Ce manifesto, finalement, cette raison d'être, elle n'a pas vraiment été digérée. Elle n'a pas été adoptée, intégrée dans la façon dont on a pensé le business ou qu'on a fait le business depuis. Et puis arrive début 2020. Et là, c'est un peu pour nous le début de l'âge adulte. On n'est pas encore des adultes. Hein. Si les fondateurs m'entendaient dire qu'on est adulte, ils seraient non, on sort à peine de l'adolescence. Quand tu es adulte, en fait, il y a un enjeu de consolidation un peu de qui tu es. Il y a toute adolescence où tu t'es déclaré, puis à un moment, il y a un peu le reality check de la vie, tu rajoutes tes ambitions, tes croyances, tes contraintes, et tu consolides ce que tu es et ce vers quoi tu veux avancer. Et nous, c'est un peu ça aujourd'hui. Déjà, on a une certaine contrainte qu'on a choisie, qui est la rentabilité. Ça fait 7 ans qu'on vit de l'argent des levées de fonds pour aller très vite et très loin. Et là, on a envie d'être rentable, d'être profitable, d'être capable de couper le cordon et d'avancer sans les parents, sans les investisseurs. Donc ça, c'est un gros objectif business. Mais ce n'est pas tout. En fait, on pourrait se suffire de ça et se dire, voilà, notre objectif, c'est ça. Mais on s'est rendu compte, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des fondateurs et de toute l'entreprise, justement, notamment lors de la crise du Covid, d'une responsabilité qu'on avait. On est quasiment 600 personnes dans l'entreprise aujourd'hui. On est loin des 3 personnes du début, des 50 personnes de quand j'ai commencé. On est de plus en plus connus. En France, il y a plus de 50% des Français qui nous connaissent. On a eu des très, très bons chiffres pendant le confinement parce que les Français se sont mis à bricoler, jardiner chez eux. Et tout d'un coup, l'Internet semble être une bonne façon de le faire quand les magasins étaient fermés ou qu'il y avait la queue pendant des heures devant. Et en fait, on s'est dit, mais c'est génial tout ce qui nous arrive, mais on a une responsabilité très forte, encore plus autour des people de ce manifesto, aussi bien nos clients que les gens à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur cette mission, sur la vision qu'on porte et les projets RSE qui avaient été initiés de façon assez ponctuelle et un peu à la manière de test l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est le début de la maturité. Cette raison d'être, il va falloir qu'on la consolide, qu'on la conforte, qu'on aille beaucoup plus loin. Et on a un espèce de momentum en ce moment où toute l'entreprise est très embarquée, les fondateurs sont à fond, le comité de direction aussi, pour se dire très bien, à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on vive ces valeurs, on vive cette mission, on le décline d'une façon responsable au sein de l'entreprise et pour tous les gens autour de l'entreprise. Et c'est vraiment
On a à peu près 600 personnes, moyenne d'âge 32 ans chez Mano Mano, très motivées pour avancer sur ces sujets-là et pour vraiment avoir un impact. D'ailleurs, c'est le titre de notre programme RSE, Mano Impact. Même en dehors de l'entreprise, un impact positif sur la planète et les gens autour. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont la raison d'être a vécu chez Mano Mano pendant 7 ans un peu de, comment est-ce qu'on dit, roller coaster, mais en tout cas d'hypercroissance. Et de quelle façon tu as parlé des fondateurs à ton arrivée, à quel point ils t'avaient marqué et que ça faisait partie de la raison pour laquelle tu étais venu avec le projet qu'ils portaient. Ils ont été impliqués comment dans cette réflexion sur la raison d'être Ils ont été très impliqués depuis le début à toutes les étapes. On avait commencé à réfléchir aux valeurs fin 2016, je crois. On était à 4 autour de la table et c'était c'est assez évident. L'audace, l'ingéniosité, la bienveillance. À l'époque, on avait aussi la rapidité parce que c'était une façon de survivre, enfin de vivre, de survivre, d'avancer. Quand on a retravaillé sur les valeurs, pareil, ils se sont réimpliqués et ils ont travaillé avec nous et en atelier avec des personnes de l'entreprise. Quand on a travaillé sur la plateforme de marque, pareil, ils étaient très, très impliqués et on a impliqué une 50aine de personnes dans la boîte. Et là, en fait, c'est vraiment eux. Le manifesto, bien sûr, ils l'ont coécrit avec leur comité de direction et d'autres personnes dans l'entreprise. Et là, c'est eux qui, vraiment, ces derniers temps, ont un peu tapé du poing sur la table en disant, attendez, on arrête, là, on est sérieux, on est responsable, il faut avancer. On a plein d'objectifs business, mais on ne peut pas oublier celui-ci et ça doit sous-tendre tout le reste. Et c'est eux qui poussent très fortement et qui, aujourd'hui même, vont voir le board des investisseurs pour leur dire le projet maintenant c'est ça va être dans tout ce qu'on fait, ça va être inclus, deal with it, un peu l'histoire. Donc ils sont très impliqués. C'était une question que j'avais. De quelle manière par rapport à vos investisseurs, et puis tu as raconté que vous faisiez plusieurs levées de fonds, de quelle manière vous le mettez en avant ce manifesto, vous l'utilisez Les investisseurs, ce manifesto, je pense qu'ils l'ont vu. Mais honnêtement, ça n'a pas été au cœur des discussions jusqu'à présent. Ça s'était sorti, ça avait été sorti comme un outil de communauté, une façon de présenter la vision qui était Vision 2020. Vous voyez, là, on est en 2020. La vision, elle est en train d'évoluer, d'être co-construite. Jusqu'à présent, ils ont plutôt vu la partie business. Et de plus en plus, les fonds d'investissement qui nous rejoignent posent la question de l'engagement de la RSE. Je pense que c'est des choses que vous avez suivies, vous voyez bien. On a des investisseurs pour qui c'est très important aujourd'hui et qui nous ont questionné lors de la dernière levée de fonds sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons les voir. Ceux qui sont promoteurs, on dit ça y est, on arrive, on a des plans super sérieux. Et ceux qui sont réticents, c'est plus quelque chose qu'on impose, comme on voit ça comme une roue essentielle de notre voiture pour avancer vers le futur. Donc ça vous permet de faire un choix en quelque sorte, en tout cas d'orienter ceux qui vont adhérer à votre projet et ceux pour lesquels ça va être moins important effectivement. Voilà. Et en termes de marque employeur, tu disais qu'au début, beaucoup de personnes arrivaient par rapport au projet des fondateurs. Quel impact ça a encore aujourd'hui avec les 40 personnes que vous accueillez tous les mois, même en période Covid ? Alors, nous, quand ça fait longtemps qu'on est chez Mano Mano, on a toujours un peu peur que l'esprit, la vision, tout ça se perde au fur et à mesure du temps. On est toujours très étonnés finalement quand on a des retours des gens tout nouveaux qui arrivent, de voir qu'ils ressentent, pas exactement de la même façon, ils n'ont pas forcément d'entretien avec les fondateurs avant d'arriver ou cette approche aussi profonde de l'entreprise avant même d'arriver, mais ils viennent aussi parce que il y a quand même toujours ce côté start-up où tu sais que ce que tu vas faire va avoir un impact et que tu vas voir directement l'impact de ton action et de ton travail. Ça, c'est quelque chose de très, très fort dans une boîte, même encore à cette taille aujourd'hui. Et le côté humain, il est quand même très connu, très évoqué. Et il y a une espèce de bouche à oreille qui se fait aussi. Un de nos concurrents qui est Amazon, par exemple, il y a de plus en plus de gens de chez Amazon qui veulent venir chez Mano Mano parce qu'il y a une première personne qui est venue il y a 5 ans ou 4 ans, puis une deuxième, puis une troisième, et puis mais en fait, c'est super de travailler ici, ils respectent ma vie personnelle, j'ai du temps pour voir mes enfants, les projets sont super. Donc, tout ça existe. Ce projet humain, cette bienveillance qui est souvent un mot tarte à la crème, mais qui quand même se vit beaucoup chez Mano Mano est quand même perçu très vite et dès les entretiens. Mais c'est aussi une grande exigence.
C'est-à-dire que les gens qui rejoignent Mano Mano ont vraiment envie de voir que les choses avancent, que les choses changent, et d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue responsabilité, sustainability. Et il y a eu des projets qui ont été montés en interne de façon officielle sur la RSE l'année dernière, qui n'ont pas eu autant de résonance qu'espéré. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées ça et là chez Mano Mano par des gens et des équipes motivées en disant mais ça avance pas assez là au niveau des dirigeants, moi je vais lancer ça, moi je vais lancer ça, puis hop, 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 comme ça il y a 5, 6, 7 projets qui commencent à sortir avec et beaucoup d'enthousiasme et aussi une grande capacité à être déçu quand les choses n'avancent pas assez vite. Et l'année dernière, même il y a quelques mois, j'ai entendu des gens disant si ça n'avance pas plus chez Mano Mano en termes de RSE, ça ne correspond pas aux raisons pour lesquelles j'ai rejoint cette aventure, je ne suis pas sûre de rester. Donc, c'est à double tranchant. C'est à la fois ce qui appelle et puis ce qui peut aussi, sur lequel on a vraiment un grand enjeu de ne pas décevoir et d'avancer, parce que les gens viennent aussi pour ça. D'autant que ça m'avait marqué, tu m'avais dit que vous aviez des enquêtes d'engagement, en tout cas des questionnaires hyper fréquents, et qu'il y avait un vrai dialogue et que du coup ce genre de sujet remontait assez rapidement quand ça pouvait soulever de frustration, attente, etc. En temps, je vais dire normal, il y a un questionnaire tous les 3 mois assez exhaustif qui est envoyé aux employés sur comment est-ce que ça se passe pour eux, comment est-ce que ça se passe d'un point de vue de management, est-ce que la vision est claire, et notamment est-ce qu'ils sont satisfaits des engagements de Mano Mano d'un point de vue RSE. Ces derniers temps, ça avait été, avant la crise, ça avait été assez dur. Hein. Il y avait, je crois qu'on avait 63% qui étaient satisfaits, ce qui n'est pas beaucoup en fait, hein, 40% de non satisfaits sur tout ça. Et en fait, la crise a un peu changé tout ça parce que ce que je ne vous ai pas trop raconté, mais il n'y a pas que les fondateurs qui se sont un peu réveillés pendant la crise. Au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui étaient là, mais c'est super tout ce qui se passe en interne et on a énormément de travail et il y a plein de choses à délivrer d'un point de vue opérationnel parce qu'une augmentation du business, de cette rapidité, c'est quelque chose de très complexe à gérer, il y a beaucoup de travail, mais beaucoup de gens ont eu très envie de s'engager aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, on a lancé, porté par aussi bien des membres du CODIR que des personnes, des employés comme moi, ce qu'on appelle les Manocare Initiatives, qui a été toute une série de projets en interne pour avoir de l'impact sur l'extérieur en temps de crise. Donc, aussi bien aider le gouvernement que aider des associations, que aider des projets d'amis d'amis ou l'oncle d'un tel qui est ambulancier, qui avait besoin de masques, etc. Enfin, il y a plein de projets comme ça qui sont nés et où on a vu à quel point les gens chez Mano Mano avaient vraiment envie de s'impliquer et pas que pour eux dans des périodes comme ça. Voilà. J'avais peut-être juste une question, Pauline, avant qu'on regarde les questions des participants. Dans cette façon très empathique que tu as eu de raconter l'évolution telle que tu l'as vécue de Mano Mano, et justement avec l'historique que tu as, est-ce que tu as perçu des sorties de route ou des risques de sortie de route au regard de cette vision d'origine et de cette culture d'origine et de cette intention d'origine et qui aboutit aujourd'hui à cette volonté de recadrer tout ça et de réembarquer l'ensemble que vraiment ça ruisselle partout, mais est-ce que tu as vu les risques justement à ne pas avoir cette boussole ou cette étoile polaire commune pour continuer à croître de façon harmonieuse? Quel type de sortie de route vous avez pu avoir en termes de management ou en termes de projet business ou autre? Le business en soi est une grosse opportunité de sortie de route constamment. On a quand même un gros paradoxe à résoudre hein, quand on veut avancer sur le chemin de la sustainability et qu'on ait une place de marché Internet, e-commerce, logistique, que la plupart des produits que l'on vend, enfin pas la plupart, mais une grande partie viennent d'Asie, évidemment, hein, comme chez tous les revendeurs de matériel de bricolage, jardinage. Et du coup, dans un certain nombre de décisions business qui sont prises, quand on est redevable auprès des investisseurs et qu'on cherche une croissance rapide pour pouvoir faire une place sur le marché, les décisions qui sont prises, elles ne sont pas toujours prises dans l'objectif de sauver les baleines ou les ours polaires, concrètement. Hein. Et parfois même un peu à contre-cœur en ayant ça en tête de la part de fondateurs, ou même un des fondateurs me disait il y a quelque temps non mais je suis consciente de mes propres paradoxes.
j'aimerais une entreprise plus responsable. Je le vis chez moi avec ma famille. Mes filles, elles sont véganes, elles s'habillent que en friperie, etc. Et je demande à mes équipes d'aller nous chercher, de recruter un sourceur qui va nous aider à développer les liens avec la Chine. Donc, je suis consciente de ces paradoxes. Ils sont nécessaires aujourd'hui à faire grandir le business, mais demain, j'aimerais que ça change. Et il faut qu'on se raccroche à une vision commune, peut-être à des indicateurs de performance business différents pour avancer. Ça, c'est sur la partie business. Et sur la partie management, les sorties de route, elles sont aussi possiblement fréquentes parce que quand on intègre 40 personnes par mois, on intègre aussi bien des managers que des non-managers, des gens qui viennent d'autres entreprises. Alors évidemment, dans le processus de recrutement, on teste en quelque sorte un peu les valeurs de Mano Mano. Le processus est quand même assez… voilà, tout le monde ne rentre pas chez Mano Mano, même si on recrute beaucoup. Donc, on fait en sorte que les gens que l'on recrute soient alignés avec nos valeurs et notre façon de voir, mais ce n'est pas toujours évident. Notamment cette valeur de comment est-ce que tu vis l'audace et l'ingéniosité dans une entreprise qui est en train de se structurer. C'était très simple avant, quand il y avait 3 personnes qui géraient 15 projets. Audacieux, ingénieux, tu es obligé de l'être, mais aujourd'hui, ça structure, c'est plus compliqué. Et puis, sur la bienveillance, c'est un mot sur lequel on a beaucoup de définitions différentes. Chacun peut avoir sa propre définition de la bienveillance. En faisant des ateliers en interne, c'était vraiment intéressant de voir comment chacun le voyait d'une façon différente et comment il fallait réconcilier tout ça, ne serait-ce que pour que le travail du manager soit aussi simplifié dans sa façon de vivre, de présenter, de promouvoir la bienveillance. Et du coup, toute cette raison d'être, à chaque fois qu'elle doit être adoptée par une nouvelle personne, il y a un processus, en fait, ça prend du temps, alors que la boîte avance très vite. Et donc, il y a des temps de décalage qui font que oui, parfois, il y a des sorties de route, même ne serait-ce que dans la communication de pourquoi on fait les choses, finalement. Donc, il va falloir effectivement consolider cette raison d'être, cette mission, mais il va aussi falloir l'intégrer encore plus fortement dans nos processus d'onboarding, dans nos processus de recrutement, dans l'ensemble de nos outils RH. C'est ce qu'on a commencé à faire et c'est ce qu'on doit encore faire pendant des mois et toujours vu la croissance de l'entreprise. Super. Je vois qu'il est 11h34. Si vous êtes d'accord, Pauline et Claire, peut-être qu'on peut regarder avec Manon les différentes questions qui ont pu être posées à Pauline. Alors. Et on a une question également sur le chat, donc on pourra rajouter. Qu'est-ce qui spontanément t'intéresse, Pauline? J'ai commencé à lire en haut à gauche, tout simplement. Tu dis en 2018, la mission n'a pas été vraiment digérée. Pourquoi, selon toi? Parce qu'elle a été annoncée, elle a été présentée, il y a eu quelques petits ateliers dans la foulée, mais elle n'a pas été ensuite représentée régulièrement, à chaque fois que des nouvelles personnes arrivaient. Elle n'a pas été mise en application, je pense, dans les décisions des dirigeants. Elle n'a pas été transfusée dans les projets. Elle a juste été, j'ai presque envie de dire, écrite sur le mur, mais pas intégrée dans les outils, dans les process, dans les réflexions. Donc, c'était presque décoratif. Voilà, mais pas du tout un outil d'action, pas des guidelines de comportement ou de processus de décision. Elle n'a pas été du tout pensée avec les conséquences organisationnelles, opérationnelles, culturelles. Exactement. C'est clair. Une preuve concrète que la mission Mano Mano est une réalité. Une preuve concrète. C'est assez dur de répondre à ça. Ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est aujourd'hui, c'est la relation qu'on a avec nos marchands. On est une place de marché fermée, donc tout le monde n'arrive pas sur Mano Mano pour vendre. On sélectionne les marchands avec lesquels on travaille pour 2 raisons simples. Une raison déjà de qualité et de catalogue, mais aussi parce qu'on a vraiment envie de pouvoir suivre nos marchands et leur donner les outils de construire leur entreprise aussi avec nous. On a eu beaucoup de marchands avec qui on a commencé à travailler petit déjà, parce que les gros ne voulaient pas travailler avec nous. Et à qui on a donné les outils, on a aidé à les faire grandir, les outils marketing, les outils
des outils commerciaux. On a tout un back-office pour les aider à vendre. On leur envoie des conseils. Ils ont régulièrement leurs conseillers au téléphone. Enfin, il y a vraiment une relation très, très forte avec nos marchands pour les faire grandir et les faire grandir avec nous. Et on ne les met pas en concurrence les uns les autres de façon complètement déloyale. On leur propose à tous les mêmes outils. Enfin, il y a vraiment toute une prise en soin et une mise à disposition d'outils pour ces personnes-là pour qu'elles puissent grandir avec nous. On essaie de faire la même chose évidemment avec les gens chez Mano Mano sur du learning, mais aussi sur comment dire, quand on arrive chez Mano Mano et qu'on a une certaine compétence, très vite, la vitesse de croissance de l'entreprise va dépasser celle possiblement humaine d'une personne sur son poste. Alors, ce n'est pas évident, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'au bout d'1 an et demi, les personnes sont obsolètes et on les met à la porte? Ou est-ce qu'on essaie de les former, on les fait grandir, ou on travaille énormément, et c'est ce qu'on fait beaucoup chez Mano Mano, la mobilité transversale. En fait, on a développé un programme Mano Mobility pour permettre aux gens, quand ils ne sont pas ou plus à leur bonne place, de pouvoir continuer, s'ils le souhaitent et si c'est la bonne chose pour eux, à rester chez Mano Mano en explorant d'autres métiers, parfois même, ça peut être un métier similaire dans une autre équipe ou alors vraiment aller complètement sur d'autres sujets, et pas seulement pour des questions de performance, mais aussi pour des questions d'intérêt, de convénience. Je vais en parler personnellement, mais moi, après 3 ans ça faisait quasiment 10 ans que je faisais de la communication digitale. Après 3 ans chez Mano Mano à faire de la com et de la marque, j'ai eu envie de faire autre chose. Je suis partie voyager. Quand je suis revenue, j'ai vraiment dit j'aimerais tellement faire des sujets RSE. On m'a dit super, très bien, hop, tu peux aller sur le poste, on va faire quelque chose, ça va être l'occasion de faire avancer le sujet, etc. Il y a vraiment une prise, une façon de donner ces outils, de donner la place aux gens pour qu'ils grandissent. Et pour les clients, c'est tout ce qu'on va développer d'un point de vue du choix des marchands, du travail des prix, de la livraison, pour que les gens puissent avoir les outils concrets chez eux pour construire, rénover, etc. chez eux. Je ne sais pas si c'est preuve concrète, mais c'est plein d'idées qui me viennent en tête. Pauline, dans ces cas-là, comme en fait la première question est un peu contradictoire avec la première, parce que c'est vrai qu'on est sur une mission qui est, selon vous, pas encore digérée, et en même temps, on te demande quelle est la preuve concrète. En tant que jeune adulte, tu es en train de dire que vous avez l'intention ferme de consolider ces travaux et donc forcément de rentrer dans un cascading pour qu'elle existe vraiment et qu'elle soit partagée par tous. Même si ce n'est pas encore formalisé dans vos esprits, mais comment vous imaginez, là je regarde plutôt les questions en bas à gauche, comment vous imaginez justement impliquer vos collabs et puis au-delà de ça, peut-être votre écosystème dans ces réflexions de cascading pour faire que la raison d'être vraiment soit un corpus partagé? Alors, c'est aussi la raison pour laquelle on a beaucoup échangé avec Claire ces derniers temps. On a conscience qu'on a beaucoup de bonnes intentions et qu'on fait beaucoup de choses, mais qu'il manque un peu une colonne vertébrale et sûrement de l'aide de l'extérieur pour faire ce travail. Et donc, on est justement dans un processus où on interroge quelques agences, dont Balthazar et Nova Vista, pour nous aider à faire ce travail, à construire cette méthodologie, à construire ce mode de gouvernance, à redéfinir des indicateurs de performance pour vraiment nous aider à poser tout ça, à consolider et que ça devienne beaucoup plus un réflexe, beaucoup plus des outils que ce qui a été écrit sur le mur. Très clair. Il y a une question aussi intéressante, je pense que tu peux y répondre vite. Claire, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est quand on parle de méthodologie, comment tu as construit, comment la mission telle que tu nous l'as présentée en 2018 a été construite? Ça a été en fait une réflexion en cercle restreint issue de la vision des fondateurs à ce moment-là? Et la même chose pour les valeurs, comment vous avez articulé, comment vous avez défini les différents éléments? Alors, c'était deux travaux différents. Les valeurs, la première fois qu'on les a écrites, on était 4 autour de la table, les 2 fondateurs, ma manager et moi. Et c'était plus une question de mettre en mots ce qu'on ressentait dans l'entreprise. Qu'est-ce qui avait fait Mano Mano depuis les 3-4 années écoulées? Et ça a pris 1h30. Enfin, c'était extrêmement rapide parce que c'était consensuel. Et puis, on en a parlé autour de nous en sortant de la salle de réunion. C'était un tout petit bureau. Les gens étaient « Ah oui, c'est tout à fait ça. » Tout le monde s'est reconnu. On a peut-être envoyé un mail aux 50 personnes présentes. Au fait, c'est ça et basta.
Il y a une Et sorte puis, d'évidence sur les valeurs. une très, très grande évidence. L'année 2018, où on a retravaillé sur la plateforme de marque, on a fait des ateliers avec tous les volontaires de chez Mano Mano à travers les équipes autour de qu'est-ce qu'était Mano Mano, travailler la marque. Et le sujet des valeurs est ressorti. Et on a décidé de sortir la rapidité qui n'était pas finalement une valeur, mais qui était un moyen d'avancer. Donc, on a décidé aussi assez simplement, en écoutant ce que les uns et les autres disaient, d'enlever la rapidité de nos valeurs. Voilà. Et puis ensuite, le manifesto, il est venu un peu à la rencontre de le travail sur la plateforme de marque, donc le Make Your Own Kind of World, qui était un peu la signature de Mano Mano, du travail sur les valeurs et d'un travail avec les membres du CODIR. Il y en avait pas mal qui étaient nouveaux à l'époque, qui venaient d'arriver, de nous rejoindre justement de plus grosses boîtes, et aussi de personnes qui avaient été très actives sur les différents sujets auparavant et qui avaient dit « moi j'aimerais bien continuer à réfléchir sur le sujet », qu'on avait intégré à la réflexion pour écrire le manifesto. Voilà, donc ça avait été assez spontané, hein, comme ça l'est beaucoup dans les entreprises de cette taille, ou en tout cas chez Mano Mano. Ça a vraiment été construit de cette façon, et quand on avait fait le travail avec l'agence sur la plateforme de marque, les valeurs ont été intégrées par l'agence sans aucun questionnement, plus que dire ça a l'air de très bien vous correspondre, intégré dans la plateforme de marque, ça marche quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. Alors après, Claire, dis-moi si tu as une autre idée, mais je trouve qu'il y en a une qui est intéressante au regard d'hier et de demain pour Mano Mano, c'est ce côté fixant, le risque de la fixation. Je m'explique, pour des entreprises en très forte croissance. En fait, dans l'inconscient collectif, il y a presque une contradiction entre, mais heureusement tu l'as bien raconté avec les 3 âges de Mano Mano, mais il y aurait presque une contradiction entre formuler son projet à travers une raison d'être et la façon dont on va la cascader dans son activité, parce que ça sous-tend la question que te posait ton fondateur, qui était de dire on est face à des dilemmes stratégiques en permanence et il faut que notre raison d'être, en tout cas voilà, notre mission, nous aide à arbitrer en permanence ces dilemmes-là. Quel est ton point de vue sur ce risque de fixation et peut-être en même temps de prendre aussi le sujet de la peur de perte de culture? Est-ce qu'en fait, en formalisant un sens commun, on amoindrit une richesse culturelle? Et est-ce qu'on fixe plutôt que d'ouvrir des voies? En fait, nous, on voit ça comme une très grande opportunité. L'hypercroissance, elle crée plus un risque d'éparpillement. Et c'est ce qu'on a vu. Hein, ça ne fait pas partie de ce dont on a discuté, mais quand on a une si grande croissance, vous imaginez le nombre de projets qui sont lancés tous les jours sur la table, ou le nombre d'idées, puis le nombre de projets. Et on a des difficultés à choisir, en fait. Sur quoi est-ce qu'on se concentre? Où va venir notre plus gros vecteur de croissance? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on priorise les ressources? Parce qu'on aurait besoin les 700 personnes, on en aurait besoin aujourd'hui dans l'entreprise pour aller là où on a envie d'être cette année. Et on prend du temps à intégrer ces personnes. Et donc, il y a ce risque vraiment de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. Et il manque justement cette colonne vertébrale, ce sujet fixe justement et solide, sur lequel on va réussir à graviter et on va mieux orienter, mieux faire nos choix, mieux travailler pour justement nous maintenir solides dans cette hypercroissance. Donc, c'est vraiment plus une opportunité. Et la culture, c'est vrai que il y a des entreprises dans lesquelles les valeurs ne sont même pas dites ou pas écrites, elles sont vécues et c'est presque plus fort. Quand on pense à ça, on se dit ouais, c'est super, c'est génial. En fait, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de le dire. Nous, on n'a pas on n'a pas vraiment ce luxe parce que 40 personnes qui rentrent tous les mois, il faut pouvoir dire les choses, les exprimer, les raconter. Et la richesse, elle se transmet si elle est partagée. C'est-à-dire que si moi, je gardais mon expérience de Mano Mano pour moi toute seule, sans essayer de la partager avec les gens qui arrivent plus récemment, ils ne connaîtraient pas l'historique. Pourquoi ces valeurs? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que avoir 100 000 € de budget, c'est énorme? Parce qu'on a commencé avec 300 €, notre aventure sur Facebook, par exemple. Donc, la culture, elle a besoin d'être comprise et partagée pour pouvoir continuer à s'enrichir, parce que sinon, c'est juste
des petits tas posés les uns à côté des autres. Si on veut faire un château, il faut pouvoir le consolider, le raconter. Et du coup, le fixer pour nous, c'est plus encore une fois, c'est comme la raison d'être, c'est une nécessité plus qu'un risque. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit et on espère que c'est ce que le futur va nous prouver. Et c'est peut-être un peu contradictoire, mais est-ce que vous envisagez ou vous autorisez, enfin, est-ce que ça peut être autorisé de faire évoluer tout ça, de faire évoluer ce manifesto? Est-ce que vous dites, peut-être que dans 5 ans, on n'en sera plus là et dans quelle mesure il y a des choses que vous voulez garder et d'autres sur lesquelles vous dites on va évoluer et donc on va faire évoluer ce corpus en même temps? Alors, on est bien sûr prêt à faire évoluer les choses. Il faut savoir que aujourd'hui, les valeurs, on n'a plus que 3 mots. Chaque mot est décliné dans un ensemble de comportements qui expliquent ces 3 mots pour pouvoir donner un peu des guidelines plus précises de qu'est-ce que ça veut dire être audacieux chez Mano Mano, qu'est-ce que ça veut dire être ingénieux, etc. Et que l'ingéniosité chez nous, c'est aussi la capacité à être agile et à réagir constamment au changement parce que finalement, notre environnement change, aussi bien extérieur que l'intérieur, et on a besoin de pouvoir s'adapter. Concrètement, on s'est posé la question ces derniers temps de rajouter dans les valeurs le côté responsabilité. Parce qu'on voulait que ce soit encore plus inscrit, que ce soit gravé, que tout le monde prenne conscience que c'était important. On a fait le choix de ne pas les mettre maintenant parce que contrairement à ce sustainability dans la raison d'être qui a été rajouté pour qu'il soit et pour qu'il existe, on s'est dit que si on devait rajouter une valeur, on voulait pouvoir prouver qu'elle vit ou qu'elle a vécu. Donc aujourd'hui, elle n'est pas rajoutée, mais demain, peut-être qu'elle sera rajoutée. Et ce manifesto, cette raison d'être, au cours du travail que l'on va faire dans les mois qui suivent, on aura peut-être l'opportunité de le questionner, de le faire évoluer pour l'ajuster vers quelque chose qui est plus proche de ce qu'on est aujourd'hui et ce vers quoi on veut aller, et on le fera. Mais je pense qu'il a quand même vocation à vivre plusieurs années, ce qui est sur un temps de vie de Mano Mano qui sera quand même relativement long. Voilà. Je vois l'heure, il est 11h49. Peut-être une dernière question. Oui, peut-être une dernière question. Alors, je ne sais pas, je vois qu'il y en a une qui a été rajoutée et je pense que ça serait embêtant de ne pas faire une tentative, même avec plusieurs angles. Hein. Mais il y a une question sur en quoi, en fait, Mano Mano contribue positivement à la société. Donc, je comprends derrière cette question que, en tout cas, la personne qui la pose ne voit pas de façon assez claire derrière la mission la contribution positive. Donc, Oui. ton point de vue là-dessus en plusieurs angles. Alors, la façon dont on a commencé à aborder les sujets l'année dernière sur ça, on a pris trois angles différents d'approche. Un angle qui était autour de la neutralité carbone. Donc, on a fait tout un travail sur notre empreinte carbone pour arriver à une neutralité sur nos propres opérations à la fin de l'année dernière. Là, on va aller beaucoup plus loin cette année. Je ne vais pas l'annoncer là parce que ça fera l'objet d'une communication spécifique, mais on va aller beaucoup plus loin là-dessus cette année. On avait fait un travail sur notre catalogue aussi, sur comment est-ce qu'on pouvait proposer à nos clients, d'un point de vue des produits et des conseils, pour avoir des achats qui étaient plus responsables. Alors, on a 3 millions de produits et on a des milliers de fiches conseils, donc ce n'est pas évident à voir aujourd'hui. Ça n'a pas été mis en avant, c'est du travail de fond, un peu en filigrane, en attendant de pouvoir pousser quelque chose de plus consistant, mais il y a eu ce travail-là. Et puis, on a aussi un programme de mécénat de compétences, où Mano Mano offre 2 journées par an à ses employés pour pouvoir donner du temps auprès d'associations. Donc, par exemple, on a 16 professeurs, professeurs de chez Mano Mano qui ont donné des cours à la belle école de chez Emmaüs, qui est une école de réinsertion à travers les profils du digital. Donc, on fait tout ça. L'onboarding, il est aussi en partie mise en place avec des associations. Il y a plein de petites choses en fait pour le moment et qui sont toutes quelque part embryonnaires et donc sur lesquelles on a des difficultés à communiquer d'un point de vue impact global. Et d'ailleurs, on ne cherche pas à communiquer parce qu'on n'est pas encore assez fiers de l'ampleur que ça a, mais qui vont toutes prendre de l'ampleur cette année et dont on espère pouvoir parler bientôt d'une façon beaucoup plus forte. Voilà. Super. Merci beaucoup, Pauline. Je laisserai à Claire le mot de la fin, mais en fait, il y a un côté
super de partager ces moments qui sont assez courts, hein, parce que très sincères, et on picore tous en fait des éclairages et des enseignements qui sont très précieux. Et néanmoins, on est sur des sujets vertigineux qui nécessiteraient des heures et des heures de débat. Voilà, par exemple, tu as abordé un point, et on le voit aussi dans les questions, une question qui est vraiment à explorer et sur laquelle il faut cheminer, qui est le lien entre la responsabilité et la raison d'être, qui en fait est absolument pas clair dans la tête des uns et des autres. Et en effet, pour arriver à faire en sorte que ce puzzle fasse complètement sens, voilà, puisque d'un côté, on pose plus la question de l'utilité et derrière plus la notion de responsabilité dans ces pratiques. Mais là, ça sera un autre sujet. Claire, je te laisse peut-être le mot de la fin. Oui, bah, écoute, merci beaucoup Pauline, parce qu'effectivement, ton témoignage de bout en bout est très sincère. Enfin, un exemple, moi, qui m'a marqué, c'est la transparence avec laquelle tu nous dis le mot sustainability, on l'a rajouté un peu au dernier moment juste pour se mettre sur la table. Donc, merci parce que tu as partagé à la fois tout ce que vous faites et toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment à quel point, parce que vous êtes une entreprise qu'on pourrait se dire, mettre du côté un peu des missions natives de par la force du projet qui est porté par les fondateurs. Et on voit vraiment que cette raison d'être, même si elle pose beaucoup de questions de la façon dont vous allez l'ancrer, l'embarquer, etc., on voit à quel point ça peut servir de colonne vertébrale dans une entreprise qui se développe à une vitesse assez vertigineuse. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Je pense que derrière, on repartagera à tous, un peu comme les dernières fois, la vidéo et puis les questions qui ont été posées. Si aux participants qui sont là, il y a d'autres questions qui vous viennent, on peut également reprendre à la suite. Et puis, surtout, je pense qu'on va vous souhaiter à tous un bel été. On se retrouve en septembre, donc avec Maïf Amir. La date exacte, Le 15. le 15 septembre. Donc, on vous enverra les invitations. Et puis, je vous souhaite à tous de très, très belles vacances, un très bel été. Merci à tous. C'est clair. Merci.